Cette vidéo est utilisée dans le cadre d'une classe inversée de chimie afin d'introduire les notions d'excès et de limitant, soit de réaction en conditions non stoichiométriques. Elle permet au retour en classe de lancer directement les élèves sur des activités d'application. Comment savoir si l'on travaille dans des conditions dites stoichiométriques ou non? Première chose, il nous faut définir ce que veut dire stoichiométrique, ce que sont les conditions stoichiométriques. Reprenons l'exemple de la recette de l'omelette. Ma recette indiquait qu'il me faut 2 œufs pour 3 tranches de jambon pour arriver à faire une omelette. Si dans mon frigo, j'ai 6 œufs et 9 tranches, à ce moment-là, j'ai des conditions dites stoichiométriques car elles sont proportionnelles aux quantités de la recette. Cela signifie que si je fais ma recette, je vais pouvoir faire 3 omelettes et cela signifie surtout qu'à la fin, il ne me restera rien. On dit alors que j'ai travaillé dans des conditions stoichiométriques. Si je travaille dans des conditions non stoichiométriques, cela signifie que je n'ai pas quelque chose de proportionnel. Par exemple, si j'ai dans mon frigo 6 œufs mais 12 tranches de jambon, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir faire seulement 3 omelettes et qu'il va me rester 3 tranches de jambon. À ce moment-là, je ne suis pas dans des conditions stoichiométriques parce que les quantités des réactifs ne sont pas proportionnelles à la recette. Dans notre exemple, ce qui définit la quantité d'omelettes qu'on peut produire, c'est le nombre d'œufs. On dit que les œufs ici sont limitants, tandis que le jambon, lui, est en excès. La quantité initiale de jambon n'est pas une information très précieuse dans le sens où on a une partie qui va réagir, qui va être utilisée pour faire les omelettes, et une partie qui va rester dans le frigo. Tandis que la quantité d'œufs est plus intéressante car on sait qu'elle va entièrement disparaître. C'est elle qui conditionne la quantité de jambon qui sera consommée et la quantité d'omelettes qu'on va pouvoir créer. En chimie, c'est la même chose. La recette de cuisine, c'est en fait l'équation de réaction. Les conditions sont racontées dans l'énoncé. On va vous dire que j'utilise par exemple 24 g d'oxygène pour 5 g d'hydrogène. Et vous allez devoir rechercher si on est dans des conditions stoichiométriques, c'est-à-dire si on travaille avec des quantités proportionnelles à celles explicitées dans l'équation de réaction. Et si ce n'est pas le cas, il faudra alors chercher le limitant qui nous donnera des informations sur la quantité de l'autre réactif qui sera réellement utilisé et sur la quantité de produit qui pourra être créé. Reprenons notre exemple avec 24 g d'oxygène et 5 g d'hydrogène. Pour savoir qui est le limitant, j'ai besoin absolument de changer ces masses en nombre de moles pour pouvoir comparer ces quantités avec les coefficients stoichiométriques, car nous avons vu précédemment que les masses sont différentes selon les différentes substances. En divisant la masse d'oxygène par sa masse molaire, 32 g par mole, j'obtiens donc qu'il y a 0,75 mol d'oxygène, et en divisant la masse d'hydrogène, soit 5 g par sa masse molaire, 2 g par mol, j'obtiens donc 2,5 mol d'hydrogène. Pour savoir qui est limitant, il suffit de trouver le facteur de proportionnalité par rapport à la réaction, c'est-à-dire de diviser le nombre de moles effectivement présents par le nombre de moles demandé par la réaction. Je vois que on a 0,75 fois le nombre de moles de la réaction pour l'oxygène, mais 1,25 fois le nombre de moles de la réaction pour l'hydrogène. Le facteur le plus bas est celui de l'oxygène, c'est donc le limitant. Pour bien comprendre ce qui se passe lors de la réaction qu'on vient de voir, on peut poser un tableau résumé. Nous allons noter dans ce tableau toutes les substances qu'il y a au départ et les substances qu'il reste à la fin. Et nous mettons une ligne supplémentaire qui permet d'expliciter la variation de quantité. Nous avions ici déterminé qu'il y avait 0,75 mol d'oxygène, et que c'est le limitant, et 2,5 mol d'hydrogène. Au début de la réaction, il n'y a pas d'eau. Si aux conditions stoichiométriques à la fin de la réaction, il n'y aurait plus du tout de réactif, dans notre cas, il va rester de l'hydrogène. Mais on peut noter qu'il n'y aura plus d'oxygène. Donc, on connaît également l'oxygène qui aura été consommé par la réaction. La ligne de variation est très intéressante parce qu'elle représente ce qu'il se passe lors de la réaction. Ainsi, si on connaît le nombre de moles qui ont été consommés dans le cas de l'oxygène, eh bien grâce au coefficient stoichiométrique de l'équation de la réaction, nous pouvons calculer la quantité d'hydrogène qui aura également été consommée et la quantité d'eau produite. Les signes indiqués devant le nombre de moles variant dépendent si on a affaire à un réactif
à ce moment-là, la substance disparaît lors de la réaction, ou à un produit, à ce moment-là, la substance apparaît lors de la réaction. L'addition des lignes qui indiquent combien on avait au départ et quelle est la variation nous permet ainsi d'accéder à la quantité restante d'hydrogène et à la quantité formée d'eau.